Ça va, j'espère que vous avez passé une bonne conférence. Après 3 jours, j'ai l'impression que tout le monde vous a fait la même blague du titre qu'il fallait mettre à jour, donc moi aussi j'ai changé mon titre. Il y a 2 ans, on était à 4000 étoiles et maintenant on est presque à 10 000. J'ai un début de présentation un tout petit peu atypique parce que mon ancien collègue nous a quittés l'année dernière. C'est ma première présentation depuis. Et il y a tout juste 10 ans, j'étais avec lui à un événement, je crois que c'était au Bois de Boulogne, dans le pavillon de chasse. On parlait de Eclipse et on était un Eclipse Days et du coup, je voulais juste lui dédier ce talk. Alors vous êtes... Merci. Alors vous êtes ici avec moi pendant 45 minutes pour parler d'OpenAPI Generator. Donc je vous ai fait ce petit résumé pour vous expliquer de quoi il s'agit. Donc c'est un projet open source auquel j'ai participé à son lancement. C'est un fork d'un autre projet, mais je vais vous expliquer tout ça en détail. C'est un projet qui sert à partir d'une spécification OpenAPI à générer du code ou de la documentation. Si jamais ça ne vous intéresse pas du tout, vous pouvez encore changer de salle. Je vous ai aussi mis ce petit slide, cette petite BD de Commit Strip que j'adore pour me présenter, puisque je suis développeur Java principalement. J'ai un certain nombre de projets, de side projects que j'appelle semi-professionnels, c'est-à-dire que j'en fais un peu sur mon temps de travail et puis un peu sur mon temps libre. Tout ce qui est analyse de bugs, proposer un patch qui sert au boulot, ça je peux le faire sur mon temps de travail. Des fois j'approfondis, j'écris des articles de blog, je travaille sur des démos sur mon temps libre. Donc c'est un petit mélange entre les deux. Mais qui dit side project dit beaucoup d'occupations, donc évidemment j'ai des activités autour d'OpenAPI. J'ai fait quelques contributions dans le monde ASCII Doctor. Là, en ce moment, je travaille sur des vieilles technologies de build Eclipse, donc j'ai quelques contributions dans les projets open source qu'on utilise à ce niveau-là. Et je me demandais si j'étais encore légitime pour parler de OpenAPI Generator, parce que, comme on peut le voir sur ce graphe, ces dernières années ou ces derniers mois, mes contributions se sont un peu amoindries. Mais j'ai vu que GitHub me classait toujours comme le 5e contributeur en termes de... je ne sais pas quoi d'ailleurs, en tout cas je suis niveau 5 dans l'ordre, donc ça me donne quand même encore un peu de légitimité. Donc on en revient à ce slide pour parler d'OpenAPI Generator. Et je me suis dit, pour vous expliquer pourquoi j'ai mis les doigts dans ce projet open source, je vais vous donner un peu de contexte quand même. Donc je travaille pour Unblue, c'est une entreprise basée en Suisse. On fait une plateforme conversationnelle. On a du coup ce système de chat qu'on peut voir à beaucoup d'endroits. Là où notre produit est assez fort, c'est dans la capacité de mixer des interactions entre des chatbots et des vrais agents. Donc ça peut être au début de la conversation pour un petit peu trier vers quel agent on va envoyer la conversation, ou ça peut être aussi pendant que la conversation se déroule, où tout à coup un bot peut surgir et dire tiens, un peu plus de contexte, ou voici un lien, ou etc. en fonction de ce qui est développé. Et je vous parle de ça parce que du coup vous imaginez bien que pour un chatbot, il va falloir un certain nombre d'API pour communiquer, puis un certain nombre de webhooks qui vont être envoyés au système de bot pour lui dire l'agent a écrit ça, le visiteur de l'autre côté a écrit ça, a répondu ça. Donc on a tout un système d'API pour communiquer. Notre produit, il est aussi hyper intéressant par rapport à cette propriété ou cette fonctionnalité de co-navigation. Donc, en plus du système de chat, on va être capable de proposer un partage de pages web. On a différentes technologies pour résoudre ce problème. Là, on voit notre technologie historique où en fait on va venir capturer la page côté du visiteur. Donc là, je vous ai fait une petite démo avec le site de Devoxx. On peut imaginer que sur la droite de l'écran, on a toute une armée d'agents de call center qui sont prêts à aider les visiteurs de Devoxx à se repérer dans le site et à choisir leur talk ou conseiller à quel talk il faut assister. Et on voit que l'agent est capable de prendre contrôle à distance dans la page du côté du visiteur. Et donc ça, c'est une technologie qu'on propose. Et à mon avis, elle est assez unique. Peut-être qu'on a quelques concurrents, mais moi, je la trouve vraiment brillante. Et j'invite tous ceux qui veulent la voir en vrai à me contacter, je ne sais pas, sur Twitter ou n'importe où. Je vous fais une démo quand vous voulez. On a aussi d'autres fonctionnalités. On est capable de partager une page web
dans un navigateur qui est exécuté en tâche de fond, puis on partage le flux vidéo avec plusieurs utilisateurs. Et puis on est aussi capable de faire du partage d'écran avec la technologie screen sharing des navigateurs modernes de manière plus classique, mais on a beaucoup moins de possibilités que là avec cette technologie que je vous montre là à l'écran. Bon, ça c'était pour ce qu'on fait, et j'en reviens à ma première mission. En gros, j'ai rejoint Blue il y a 3 ans. Et ma première mission était autour des API, et c'est là que je me suis intéressé à OpenAPI. Mais on part de l'existant. Qu'est-ce qu'on avait il y a 3 ans? On était sur une approche code first, donc on avait le code de notre serveur qu'on appelle Collaboration Server. C'est en gros le backend Java qui gère toutes les conversations et les fonctionnalités de co-navigation qu'on a vues. Et à partir des API qu'on proposait dans notre code, on était capable de générer une description de l'API dans un système de JSON qui est propriétaire, qui n'était utilisé que par nous, et on était capable de produire des pages de doc HTML pour nos utilisateurs pour qu'ils comprennent comment il faut utiliser nos API. Et puis on savait qu'on avait un travail, on voulait proposer le support de plusieurs versions. On voulait pouvoir détecter les breaking change, donc faire un peu de suivi qualité pour voir si nos API continuent à être compatibles, et ainsi de suite. Et on s'est posé la question d'utiliser un standard. Très vite, on est arrivé sur Swagger ou OpenAPI. Donc, si vous avez déjà entendu plus ou moins ces deux termes, vous vous demandez la différence. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que Swagger, c'était un outil avec du coup une spécification qui lui était propre. Ils ont décidé de transférer ça à la fondation Linux. C'est devenu OpenAPI, mais en fait, c'est presque des synonymes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle plus de OpenAPI pour la spécification et Swagger pour les outils, alors qu'avant, c'était un peu la même chose. Et même des fois, on parle de OpenAPI V2 pour décrire le format Swagger de l'époque, et puis OpenAPI V3 pour décrire la nouvelle spécification qui a été développée là dans le projet de la Linux Foundation. Et du coup, aujourd'hui, c'est un projet, un standard et un projet qui est hébergé chez GitHub, avec, voilà, ça décrit exactement qu'est-ce qu'on peut mettre dans un fichier OpenAPI. Et c'est en lien avec JSON Schema, c'est une autre spécification, c'est un peu interconnecté les deux. Je ne suis pas exactement sûr si l'un est un superset de l'autre ou pas, peu importe. En tout cas, de nos jours, si on veut décrire une API REST, on va pouvoir utiliser OpenAPI. Et il y a beaucoup d'outils qui, du coup, qui ont rejoint cette initiative, et au lieu que chacun ait sa propre définition, ils sont nombreux à travailler autour de ce standard. Qui a déjà vu un fichier OpenAPI, juste pour avoir à peu près une idée? Ok, c'est quand même une grande partie de la salle. Je fais quand même une petite récapitulation pour ceux qui n'auraient jamais vu à quoi ça ressemble. Alors vous voyez, c'est soit du JSON, soit du YAML. C'est assez lisible, c'est-à-dire que nous, là, en le regardant comme ça, on peut le lire. C'est une spec valide que je vous ai mis là. J'ai pris la représentation YAML parce que c'est un peu plus lisible, il n'y a pas tout ce qui fait ce qu'on aime dans le JSON. Et c'est le back-end d'une application de to-do. C'est-à-dire que, je ne sais pas s'il la montre encore, mais à un moment, Clément Escoffier et Emmanuel Bernard, quand ils montraient Quarkus, ils avaient ce back-end pour la petite application To-Do que tout le monde connaît, que tout le monde réimplémente dans différents langages. Et donc, moi j'avais une démo où en prenant leur code, j'ajoutais 2-3 annotations micro-profile et j'obtenais la spec complète documentée. Donc, cette démo est toujours en ligne, mais je ne la montre pas aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette spec? Là, on a un bloc info, on a un bloc avec path. Donc, je vais un peu zoomer plutôt sur la deuxième partie, ça nous intéresse le plus. On voit qu'on va avoir le chemin du endpoint qui est défini. On va avoir la méthode HTML qu'il faut appeler. On va avoir les paramètres qu'on doit passer pour faire cet appel. Un request body, là on n'en a pas parce que c'est une get request, mais si on était dans du post ou autre chose, on aurait un request body. Et puis on a les réponses qui sont renvoyées par le serveur qui sont également décrites.
Donc pour les paramètres, j'en ai parlé, là on voit bien qu'il y a un ID dans le chemin, donc hop, il est décrit en dessous, il nous explique que ça va être obligatoire de le passer, et puis que ça va être un nombre dans ce cas. Et puis on est au niveau de la réponse, on peut aussi faire des petites références, comme ça c'est assez intéressant dans les fichiers OpenAPI, parce que ça va permettre de faire de la réutilisation. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de décrire l'objet qui est retourné, donc qui est un objet qui représente une tâche à effectuer, on va juste le référencer et ça va nous permettre dans les différentes méthodes de référencer le même objet. Donc si maintenant, certainement dans cette spec OpenAPI, je vais avoir une opération pour faire un ajout ou un update, je vais pouvoir toujours référencer le même objet. Pour le voir, on navigue vers le bas du fichier OpenAPI. Enfin, après, vous ordonnez votre fichier YAML comme vous voulez, hein, il n'y a pas d'ordre, mais ici c'est en bas. Donc ici, on va retrouver la référence qu'on avait reliée, et puis donc on va voir une tâche to do, qu'est-ce que c'est? On a un ID de type nombre, on a un titre de type string, on a si la tâche est terminée ou non de type boolean, et ainsi de suite. Il y a d'autres fonctionnalités du coup là que je n'ai pas montré dans ce petit fichier d'exemple, mais qui nous intéressaient aussi chez NBlue. Donc on avait besoin des webhooks et des callbacks, là, comme j'ai expliqué pour le système de chatbot. Donc on savait qu'on voulait ça, ça a été ajouté dans la version 3 d'OpenAPI. On voulait aussi une documentation la plus naturelle possible et la plus complète possible, donc il y a la possibilité d'ajouter des exemples, ça c'est vraiment intéressant. Et puis un dernier point qui est vraiment puissant, c'est on peut étendre une spécification OpenAPI de la manière qu'on veut. C'est-à-dire qu'à plein d'endroits on peut ajouter des clés qui commencent par X-. Et là, si deux outils se mettent d'accord sur le fait que X- quelque chose, ça a cette signification, et ben même si ce n'est pas prévu par la spec, les deux outils vont pouvoir communiquer et avoir ce mécanisme d'extension, on va dire, d'OpenAPI. Alors pour nous, en tout cas moi, je n'avais pas vraiment anticipé tous les bénéfices qu'on retirerait de publier cette spec OpenAPI. Au final, la tâche, une fois que j'étais à peu près rentré dans la tâche que je devais faire, c'était assez simple. On avait ce JSON propriétaire. Au lieu de produire ce JSON, en changeant 2-3 trucs, j'étais capable d'obtenir une spec OpenAPI. Et en fait, tout de suite, ça nous a donné accès à tout l'écosystème d'outils. Parce qu'en fait, comme tout le monde comprend tout ou partie de la spec OpenAPI, et ben ça va permettre de réutiliser d'autres outils que d'autres gens ont développés. Du coup, pour moi, vraiment, quand on peut utiliser un standard, c'est vraiment mieux d'utiliser un standard que de partir sur un petit truc qu'on développe dans son coin. Pour être encore plus concret, voilà ce qu'on a obtenu assez rapidement. J'ai créé la spec OpenAPI, et puis par exemple, notre département de qualité, ils ont pu l'importer dans Postman. J'espère que tout le monde connaît à peu près Postman, c'est un outil web, enfin une application Electron qui va permettre d'exécuter des requêtes pour tester en fait. Et ben, au lieu de les écrire à la main, hop, on importe une spec OpenAPI et puis on obtient toute la collection Postman qui correspond à chaque entrée de la spec OpenAPI. Ça évite de le refaire tout simplement. Et ben ça c'est un bénéfice induit direct du fait d'utiliser un standard. Après, je vous ai dit qu'on voulait travailler sur notre détection de changements, donc on a trouvé un petit outil qui le faisait. On publie de la documentation avec cet outil qui s'appelle Redoc, et puis on génère du code. Et c'est là, maintenant, on en arrive là où on voulait en arriver. Il nous fallait ce générateur de code. Juste, je n'ai pas encore expliqué pourquoi il nous fallait ce générateur de code, parce qu'on se dit, si vous avez suivi, on fait du code first, donc à la limite, on produit la spec OpenAPI, mais pourquoi on a besoin de générer du code? Je vais vous l'expliquer tout de suite. En fait, donc on a un éditeur de logiciels, on a différentes versions majeures, et puis on veut pouvoir supporter nos versions d'API pendant plus qu'une version majeure. Je pense que c'est un problème assez commun. Au final, si des gens commençaient avec la version 1 ou 2 de notre API, eh ben, ils doivent pouvoir continuer à l'utiliser pendant une ou deux versions majeures suivantes. C'est les gens du produit qui décident combien de temps on supporte la version précédente, mais on a garanti au moins pendant une version, on continue à supporter, puis des fois deux en fonction des besoins et de ce qui peut arriver. Donc du coup, où est-ce que notre générateur de code intervient? Donc on a à nouveau, je vous ai remis notre collaboration server. Il va en code first, il va générer la spec OpenAPI.
Et puis là, on va vouloir générer du code, c'est-à-dire qu'on va générer déjà des clients Java, et puis pourquoi pas d'autres langages. Après, on fait beaucoup de Java chez nous, mais on va générer des clients. Donc on en génère deux, un qui se base sur le monde Jakarta II avec Jersey, et puis on va générer aussi une façade dans notre serveur qui va nous permettre au lieu d'attaquer directement notre code, maintenant on a cette petite indirection qu'on attaque d'abord cette façade qui après appelle notre code. Alors quand on est sur cette version-là de l'API, c'est assez simple d'appeler notre code, puisque a priori, vu qu'on a généré l'aspect OpenAPI dérivé de notre code directement, la façade qu'on obtient, forcément, elle est compatible, enfin sinon il y a un problème quelque part, et puis du coup on peut faire les appels facilement. Mais pour la couche de rétrocompatibilité, on va dire, eh bien, on va prendre le fichier OpenAPI généré par une version ancienne, enfin la version précédente de notre collaboration server, et là, on va générer la façade et les clients, pareil. Par contre, évidemment, à l'endroit où la façade appelle le nouveau code, forcément, si on a fait une V3, c'est qu'on a cassé des choses. Et du coup, si on a cassé des choses, eh ben, ça veut dire que dans la petite partie qui est en grise sur le schéma, il va falloir qu'on récupère enfin, il va falloir qu'on émule ou qu'on retrouve nos petits, en tout cas, pour que les clients qui utilisaient la V2 continuent à l'utiliser comme ils l'utilisaient avant. Bon, donc il nous fallait un générateur de code. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, bah, regardons Swagger CodeGen, ça a l'air assez populaire. C'est eux qui ont inventé OpenAPI, ils ont un outil, c'est en Java, un point bonus pour moi, parce que sinon j'aurais dû faire, je sais pas, du Node.js ou quelque chose comme ça. J'essaye. On est en 2018. 2018, c'était OpenAPI V3, c'était assez nouveau. Et première déception, il n'y a pas vraiment de support de la V3 dans Swagger CodeGen. Et puis, on regarde un peu le code, donc ils ont deux branches différentes, et pour la V3, ils sont partis sur une réécriture complète des générateurs. Alors je me dis, bon, ok, super. Je crois même que pour mon premier prototype, j'avais genre créé la spec V3, et puis je m'étais dit, ah oui, mais maintenant il me faut de la V2, donc j'avais un petit outil où j'avais trouvé un outil qui me reconvertissait ça en V2. Et puis, du coup, bah, ça me permettait d'avoir un premier pipeline, mais clairement, ce n'était pas la solution finale de repasser par la V2, c'est absurde. Donc je commence à regarder et je commence à contribuer un peu et à faire les modifs qu'il me faut pour que la V3 se mette à marcher. Alors ils avaient fait aussi un choix très bizarre qui était de séparer en plusieurs repositories. Enfin je dis bizarre, après je vous ai mis cette petite bulle de méditation. Cette question de est-ce que vous voulez un monorepo ou un multirepo, elle n'est pas nouvelle et elle se pose dans plein de contextes. C'est la même chose entre les gens qui parlent de monolithe et de microservices ou différentes choses. Il faut, à mon avis, toujours se poser la question de qu'est-ce qui est avantageux. C'était pas bête de séparer les repositories, puisque c'était dit, ben, comme ça on va pouvoir mettre tous les générateurs Java dans un autre répertoire, et puis comme ça les issues seront au bon endroit, etc. Enfin, c'était leur vision. Après, la manière dont là, eux, ils l'avaient résolu, ça devenait très très compliqué, parce que en plus, les deux modules, ils avaient des dépendances de snapshot entre les deux, donc il fallait, quand je voulais changer un truc, il fallait que je fasse deux PR, d'abord dans le cœur, histoire qu'elle passe. Une fois que c'était validé, on pouvait builder l'autre dans le générateur Java. Je me souviens que j'avais pas mal de difficultés, rien qu'à pousser mes PR, à avoir des builds verts dans... Je ne sais plus qu'est-ce que j'utilisais comme CI, mais c'était un petit peu compliqué. À mon avis, si vous voulez séparer des choses en plusieurs repositories, c'est bien, mais réfléchissez bien au lifecycle et au contrat qu'il y a entre les deux repos. Donc du coup, j'en reviens à mon Swagger CodeGen. En plus de ça, j'avais aussi vraiment beaucoup de temps de réponse. Pour ainsi dire, je proposais des patchs, je n'avais pas de retour. Je retournais dans l'issue, je disais alors, ah oui, ok, hop, on merge. Des fois, on immergeait à l'envers, d'abord l'autre, enfin bref, très compliqué. Je me disais, bon, ça va pas être facile. Je commence à avoir mon prototype qui marchait pour moi, et puis je voyais bien que pour contribuer des patchs, ça allait être compliqué. En plus, quand on fait ça, on essaie de proposer des petits patchs. Donc moi, j'avais découpé ce que j'avais changé en petits patchs, j'essayais de les faire passer un par un pour qu'ils comprennent, qu'ils valident. Mais si des fois on changeait un truc, bah, tout ce que j'avais fait moi, il fallait que je le réécrive par rapport au nouveau patch qui était émergé. C'était pas facile. Et puis un jour, je reçois ce message comme ça sur Gitter.
Je me dis, bon, d'accord, le gars m'écrit. En fait, j'ai jamais rencontré William, il habite à Hong Kong, enfin, il me semble, mais donc il m'écrit, que penses-tu de la V3? Moi, je dis, bon, bah, ouais, j'ai quelques problèmes, voilà la liste, en gros, c'est celle que je vous ai mis dans le slide précédent. Il me dit, ah ouais, je suis plutôt d'accord, et puis il me répond, oui, en fait, je travaille à autre chose. Alors je me dis, bon, ok, visiblement, il y a du passif entre lui et l'entreprise qui gère Swagger CodeGen. Je crois qu'elle s'appelle Smart Beer, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Bon, bref. Le repo privé, moi, sur le coup, ça m'avait semblé assez bizarre. Je m'étais dit, tiens, moi, je préfère faire de l'open source. Pourquoi, là, on travaille dans le privé? Avec le recul, je pense que c'est une bonne idée. Parce que, en fait, sa vision à lui, c'était de dire, ok, on va repartir de la version 2, on va la réécrire pour qu'elle supporte les nouvelles spécifications OpenAPI V3, mais on ne va pas repartir de zéro, on va juste garder tout ce qu'on a, garder tous les acquis, et voilà. Et il voulait, pour la première version et la première version publique, il voulait qu'on soit arrivé à cette milestone pour qu'on puisse lancer et que les gens puissent s'en servir directement, plutôt que de dire, ah, on fait ça, puis après, il aurait fallu 2-3 mois avant que ça soit stabilisé. Donc, au final, moi j'étais surpris, mais c'était plutôt une bonne idée. Et puis, bon, moi, j'avais pas vraiment d'affect avec ni l'un projet ni l'autre. Je me suis dit, pour Unblue, il faut que je choisisse quelque chose qui marche. Ce gars a l'air compétent, il a l'air motivé. Je veux voir un peu ce qu'il propose. Et puis, en final, il avait déjà commencé une grosse partie du travail et c'était hyper plaisant de travailler avec lui parce que du coup, les PR, ça allait beaucoup plus vite que dans l'autre projet. Et quelques mois plus tard, donc moi j'ai mis les mains dedans, alors en final on commence comme ça, puis après c'est un petit côté on se prend au jeu, du coup j'étais mis dans des boucles de on va choisir le nom, on va choisir le logo, j'ai pas mal aidé à faire du refactoring, changer les noms de package de toutes les classes et ainsi de suite, et puis j'ai aussi pas mal aidé avec William principalement sur comment adapter. À la place de lire du OpenAPI V2, on veut lire du V3 et que ça continue à marcher. Évidemment, quand on a fait notre lancement, les gens qui étaient derrière Swagger CodeGen n'étaient pas ravis. Il y a eu un peu fritage, il y a eu un peu genre mais vous réutilisez le nom OpenAPI, vous n'avez pas forcément le droit. Bon, bref, finalement tout ça s'est tassé. Je crois qu'on a juste dû mettre un petit bandeau qu'on n'était pas affilié à OpenAPI vraiment, on était communautaire et puis ça s'est bien terminé. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un projet sain, c'est-à-dire qu'on a un projet actif avec des commits hyper réguliers, une fréquence de release, je sais pas, à peu près tous les 2 mois en moyenne, on va dire. Il y a même un peu de sponsoring. Il y a un projet là, Open Collective, où il y a des entreprises qui donnent un peu d'argent. J'ouvre pas le débat de financement des projets open source. Mais en fait, que ce soit pour un grand projet, une petite lib critique ou même nous, là, un petit générateur de code, ça pose des vraies questions. Parce que William, je ne sais pas exactement sa situation professionnelle, il passe vraiment beaucoup de temps dessus, il est vraiment le lead du projet. J'espère qu'il arrive à en vivre décemment, parce qu'avec tout le travail qu'il fournit, c'est amplement mérité, mais je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment le cas. Je ne vous ai pas mis la liste de tous les générateurs parce que en fait, je ne savais pas comment l'afficher à l'écran. Vous regarderez si ça vous intéresse, mais c'est un projet communautaire, donc en fait, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a des générateurs de clients, par exemple pour Java, mais il y en a au moins une quinzaine avec est-ce que je veux plutôt du Spring, est-ce que je veux plutôt du Java 11, est-ce que je veux plutôt du Java EE ou du Apache CXF ou ainsi de suite. Côté serveur, c'est à nouveau la même chose, on en a plein. Et puis je vous parle de Java parce que c'est le langage que je maîtrise, mais alors là, ça va dans tous les sens. Il y a du C, du C#, du PHP, enfin, il y a vraiment beaucoup de générateurs. Mais c'est un projet qui marche et c'est un projet qui gagne des étoiles. On en arrive aux étoiles. Je ne sais pas qui s'intéresse aux étoiles sur GitHub. Je sais que nous, du coup, surtout au début, on regardait ce diagramme, surtout on se comparait au projet dont on est issu, et on voit que les courbes lentement se rapprochent. Donc ça, je vous ai mis j'ai régénéré le screenshot hier, donc c'est des stats actuelles, et c'est intéressant de voir que ça grandit. En tout cas, au moins c'est une vanity métrique, mais au moins pour ça, c'est assez amusant. Après, je vous ai mis 7 autres BD de Comet Strip que j'adore aussi. Et pour vous dire que c'est assez vrai, en fait,
Au final, là, un projet comme OpenAPI Generator, on s'imagine qu'il y a plein de monde derrière. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de contributions externes. Après, c'est vrai que c'est quand même, ça repose sur les épaules de quelques personnes. Et pour ce projet en particulier, pour ce William, qui vraiment contribue beaucoup. Si vous regardez les stats, vous verrez la distribution, elle est vraiment impressionnante. J'en profite aussi pour partager une autre anecdote. Je ne sais plus exactement quand c'était, je crois que c'était à Vox Day Luxembourg. Je rencontre quelqu'un dans la communauté Java qui est assez connu. Alors j'étais assez impressionné de lui parler et tout, mais il était super sympa. Et il me racontait les grands débuts de l'open source à Paris, quand ils avaient lancé, je ne sais plus quel, je sais pas si c'était le Jug ou autre chose, que vraiment c'était assez intense et qu'il avait beaucoup fait d'open source. Et donc il me raconte ça, puis après il me dit, ah, et puis d'ailleurs ça a failli me coûter mon mariage. Alors là, je me dis, d'accord, ça fait ok. Il me dit, ah oui, non, en fait, je me suis pas rendu compte, mais j'en faisais tellement. Un jour, ma femme m'a dit, écoute, t'arrêtes ou je me barre avec les enfants. Bon, moi à l'époque, je sais pas si j'avais déjà des enfants ou pas. En tout cas, ça m'avait intéressé, et puis je m'étais dit, ouais, quand même, c'est bizarre. Et ben là, sur le projet OpenAPI Generator, je dirais pas que ma femme m'a dit qu'elle allait me quitter, mais c'est vrai que c'est prenant. En fait, c'est un peu addictif. Moi, en tout cas, c'était addictif pour moi, c'est-à-dire que c'est assez plaisant. Il y a plein d'issues qui tombent, les gens qui ont des idées, les gens qui disent ah mais ça marche pas dans ce cas-là, alors on regarde pourquoi, etc. Et ben, au final, faut faire attention parce qu'on peut se retrouver comme ce gars là qui a l'air un peu tristou là dans sa chambre tout seul à coder sur son projet open source. Et moi, j'en faisais vraiment un peu trop à un moment. Alors j'avais aussi dit que je voulais parler de spaghetti. Et dans cette rubrique, j'ai mis différentes idées, différentes réflexions autour du projet, et puis je vous les livre comme ça. Alors j'ai fait d'abord un premier transparent sur l'architecture. Quand on réfléchit à ce projet, il n'est pas très très compliqué au final. On a en entrée une spécification OpenAPI, on la parse, alors c'est même pas notre librairie, on utilise Swagger Parser, il me semble qu'elle s'appelle. On obtient du coup une représentation Java de la spec YAML. Et puis là, on va faire tout un travail de mapping, de vérification, de validation, de réorganisation. Et puis on obtient ce que j'ai mis ici sous le nom de CodeGen Layer. En gros, ça va être les objets qui vont servir d'input pour le système de templating. Donc, le système de templating, ça se base sur Moustache. Là aussi, il y a des grands débats. Est-ce qu'il faudrait handlebar? Est-ce qu'il faudrait Moustache? Est-ce qu'il faudrait ceci? Est-ce qu'il faudrait cela? Je ne crois pas que ça fasse une très très grosse différence au final. En tout cas, les templates Moustache, eux, ils vont recevoir en entrée les instances des objets qui sont dans ce que j'ai appelé le CodeGen Layer, et ils vont juste cracher du code source au final. Bon, ça c'est en gros. Après, quand on regarde dans le détail, au final, il y a plein de questions qui se posent. Qui doit faire la validation? À quel moment? Comment on fait les transformations? On a de la perte d'informations entre les couches, c'est-à-dire que finalement ce CodeGen Layer, on a beaucoup travaillé pour réutiliser le même entre la V2, la V3 et puis peut-être même avant, puisque si vous regardez tout l'historique du projet qui est débuté je crois en 2011 ou par là, ça a évolué dans le temps. Et ça n'a pas toujours été nettoyé comme il aurait fallu. Enfin, comme il aurait fallu, c'est mon avis. Moi, je travaille dans des projets, au final, dans ma carrière professionnelle, où on a plutôt du code propre. On investit, on nettoie, on refactor. Là, c'est un peu l'opposé, en fait. Ça change, mais on a plutôt des choses qui sont restées. On a du code où on se dit, oh là, mais qu'est-ce que fait cette méthode? Et c'est assez intriguant. Après, on pourrait le reprendre, on pourrait dire, allez, on refactor, on nettoie, etc. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour refaire la même chose. Donc, en fait, c'est beau sur le papier, mais au final, comme ça reste un side project, pour le moment, c'est pas fait. Un mot sur les contributeurs. Là, je vous ai mis la liste, enfin c'est une espèce de liste réduite que GitHub a bien voulu me donner, puisqu'on voit que les 100 plus importants dans son classement.
Je ne sais pas si c'est ceux qui ont changé le plus de lignes ou quelque chose comme ça, ou le plus de commits. Ce qui est très clair, c'est que ce n'est pas tous des devs Java. Ça a un avantage, un inconvénient, c'est-à-dire que souvent c'est des experts. Par exemple, le mec qui veut un changement dans la librairie Swift, dans le code généré Swift, et il a son background son expérience de Swift, et puis il va vouloir faire quelques changements. Après, il ne connaît pas forcément toutes les subtilités du Java. Moi, des fois, je débuguais comme ça des méthodes pour essayer de comprendre ce qui se passait. Je me dis, ah, ça a l'air bien, mais pourquoi ça ne marche pas, machin. Et à la fin, il y a juste un string qui est comparé avec égal, égal. Tout le monde sait en Java qu'il ne faut pas faire ça parce que ça ne marche pas. Je ne sais pas qui a écrit ce code, mais du coup, en fait, il n'a jamais marché et c'est assez dommage. Il n'y a pas non plus une culture folle des tests unitaires, c'est un euphémisme, mais en fait les gens visiblement ils testent sur leur spec, ça marche pour eux, puis ils poussent ça, puis après c'est intégré ou pas, mais au final des fois on se dit ouais on pourrait avoir un peu plus de qualité enfin ça ferait du bien. Je vais y revenir après parce que c'est un peu mon ouverture sur la fin. Dans le monde Java, enfin oui Java on va dire, et puis dans le monde francophone aussi surtout, on a un modèle. Enfin j'appelle ça un modèle. De mon point de vue, c'est un modèle pour tous les projets de type générateur de code. Ça s'appelle JHipster. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder de nombreuses conférences passées de Devoxx. Et Julien Dubois a donné beaucoup de talks, et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de ce qu'il dit qui peuvent s'appliquer aussi à notre cas. Je vous ai mis là en photo, c'est un exemple d'un talk qu'il a donné il y a 2 ans sur comment faire grandir le projet, comment structurer une communauté autour de JHipster. Vu de loin, moi j'ai l'impression que ce projet il est un niveau au-dessus de ce que nous on a fait, c'est-à-dire que ça semble beaucoup plus structuré, ça semble avoir une meilleure communauté. Ils ont visiblement un système pour noter les décisions qu'ils ont prises. Quand ils décident d'implémenter d'une manière ou d'une autre, ils documentent ça, ils le gardent. Et puis après, ils ont aussi, à mon avis, plus de moyens, plus de soutien, mais ils ont structuré ça. Ils ont aussi des gens qui sont payés pour faire certains changements au travers de Bounty, je ne sais pas si c'est des bugs Bounty ou des contributions Bounty, en tout cas. Ils sont capables de faire ça. Et c'est quand même hyper intéressant à observer, pas forcément pour se comparer, mais pour se dire, bah, tiens, on pourrait aller dans cette direction pour l'un ou l'autre de ces éléments. Je vous parlais de qualité. En fait, du coup, je ne sais pas si ça se ressent un peu là, dans ma section spaghetti, quand je vous parle de ce que j'ai pu observer, il y a beaucoup de problèmes de régression. Il y a énormément de gens, ils arrivent avec une idée, c'est mergé, et puis hop, et puis après, ceux qui retestent après avec la nouvelle version se disent non, mais ça a pété mon truc, machin, il faut revenir en arrière. Du coup, je vous ai mis là en aperçu une issue que j'avais déjà ouverte il y a 2 ans, peu de temps après notre lancement, où je discutais de ça en disant bah, si on veut vraiment améliorer la qualité, voilà comment on pourrait tester les... Alors je m'étais réduit aux clients Java, mais en fait ça s'applique à tous les clients. Et puis j'étais parti un peu sur un prototype pour démontrer comment ça pourrait marcher. Alors il ne faut pas croire qu'il y a 0 test dans le projet, il y a des tests, on génère beaucoup de projets, on les recompile derrière, c'est-à-dire que je crois qu'on utilise toutes les minutes de CI gratuites qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on utilise les différents systèmes pour tester différentes choses. On a décidé le code Python est plutôt testé là, le code Java plutôt là, et ainsi de suite. Mais en fait, pour l'instant, notre suite de tests, elle n'est pas exhaustive, et puis elle ne teste pas du tout les cas limites. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce jeu de générer des clients pour des API, tout le monde se pointe avec une spec qui est valide, et puis dit « Ah oui, mais dans ce cas-là, quand je génère, ça ne marche pas, ou ça marche comme ci, ça marche comme ça. » Et moi, là, quand j'avais fait ce travail de ce premier prototype, j'avais commencé à être vachement exhaustif en me disant bon, bah, je vais tester tous les verbes HTTP et voir ce qui se passe. Et puis pour tous les clients Java, et là j'avais déjà découvert un certain nombre de problèmes. Mais c'est resté un prototype et puis on l'a jamais recontribué dans le projet.
Et je ne suis pas le seul à dire qu'il y a des problèmes. Si vous prenez les issues, c'est assez drôle, j'en ai ouvert quelques-unes là, cet après-midi, mais il y en a un, il ouvre un ticket en disant « mais faites vraiment des tests, il y en a marre de toutes ces régressions ». Donc voilà, c'est pas très constructif, mais il avait certainement besoin de partager sa frustration. Et moi, j'en suis arrivé à me dire il faudrait que ça fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire, ça c'était le schéma que j'avais dessiné après mon premier prototype, en me disant en fait il faudrait des toutes petites specs, presque on va dire unitaires, c'est pas vraiment le bon mot dans ce cadre-là, mais qui décrivent en gros un cas avec un focus sur une chose, où on va dire, allez, on teste les différentes méthodes HTTP, où on teste les enums, où on teste les collections, où on teste le grand problème du one-off. C'est-à-dire que dans OpenAPI, on peut dire je te retourne one-off de ça ou de ça. Et du coup, ça, il faut le convertir. Il y a des langages dans lesquels ça se fait très bien. En TypeScript, on peut faire du union type. En Java, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, il faut tester, il faut découper le problème en plein de petits problèmes et essayer d'être le plus exhaustif possible. Après, à partir de là, il faut générer une fois un client. Donc pourquoi pas combiner toutes les petites specs de test en une grosse, avec la possibilité d'exclure celles qui ne compilent pas du tout, par exemple, puisque ce n'est pas la peine de générer un client qui ne va pas compiler, sinon c'est toute la suite qui ne peut pas fonctionner. Donc si par exemple, dans un langage, on ne gère pas tel principe, c'est une enum ou le one-off ou n'importe quoi, on va pouvoir ne pas l'activer dans les tests. On teste les autres cas, on génère un client, et puis après, pour chacune de ces petites specs, il nous faut aussi des exemples de requêtes HTTP, donc la requête, et puis une réponse possible. À chaque fois, c'est juste une réponse possible, mais par exemple, si je teste que j'ai un query parameter, il faut pouvoir tester que je peux envoyer mon query parameter avec des lettres, et puis avec des caractères spéciaux, par exemple, parce que souvent, au niveau de l'encodage, au niveau de différents problèmes, c'est là que ça coince. On envoie ça, par exemple, on peut prendre, moi je vais pris Mock Server, il y a plein d'outils sur le marché qui font ça. En gros, c'est un serveur où on peut, à distance, lui dire si tu reçois une requête de ce type, tu renvoies ça. Et puis lui va pouvoir dire, bah, j'ai bien reçu cette requête ou je ne l'ai pas reçue et j'ai renvoyé ci ou ça. Donc ça permet aussi de faire des validations à ce niveau-là. Et puis il faut qu'à l'issue de ce chemin requête-réponse, on puisse aussi vérifier que la réponse qu'on reçoit, on la comprend bien. Par exemple, la réponse contient des caractères spéciaux, ne contient pas des caractères spéciaux, et ainsi de suite. Et à partir de là, en fait, on aura un certain nombre de petits tests, et puis on sera capable de dire, ça passe, ça passe, ça passe. Et puis ça pourra dire, ok, cette note, ce client, le client, je sais pas quoi, C#, dans ce framework que je connais pas, il passe à 70% de notre harnais de test qui est hyper sophistiqué. Voilà, ça c'est mon idée. J'espère avoir du temps, même du temps d'Unblue pour retravailler dessus parce que ça fait partie des choses qu'on souhaiterait améliorer. Mais comme je vous expliquais au début, j'ai un certain nombre de petites maisons et de side projects. Donc le temps me manque un peu, mais un jour j'espère arriver là et améliorer la stabilité de OpenAPI Generator. Je vous remercie pour votre attention et il me reste un peu de temps pour prendre des questions. Pas de questions, du coup on va s'arrêter là et puis on va laisser la place au suivant. Ah, c'est une question ? Une question, pardon, je ne vois pas bien en fait. Il faut que je répète la question apparemment. Ça va, vous pensez que vous allez partir sur un Swagger Parser Pardon ? Un Swagger Parser. C'est-à-dire... Est-ce que vous allez développer un truc à vous ou pas ? Oui et non, enfin, c'est toujours compliqué. Le problème, j'ai un peu montré là, il y a un certain nombre de problèmes de stabilité. Ah, il faut que je répète la question, pardon. J'ai cru comme on l'entendait au micro, qu'on l'entendait aussi dans la vidéo. Donc la question qui m'était posée, c'est est-ce que je vais développer un Swagger perso, un parseur, pardon, un parseur. Pour le moment, on n'en avait pas besoin, et autant ça s'était un peu frité sur la partie code-gen, autant sur la partie parseur, nous on a réussi à faire passer toutes nos pull requests dans la partie parseur, et du coup il n'y en avait pas besoin. Après, sur le marché des parseurs de spec OpenAPI,
Il y a différentes librairies qui le font. Moi, j'en avais regardé plusieurs. Après, il faut bien voir que le problème, c'est que chacune va te produire des objets Java qui correspondent à la manière dont cette librairie a parsé, et du coup, il faut que tu rechanges tout ton code. Et comme j'expliquais, nous, on est quand même, enfin, la manière dont c'est découpé, c'est quand même hyper interdépendant des objets qu'on a reçus. Donc, pour le moment, enfin, c'est possible, mais à mon avis, c'est un gros travail et euh, pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà, bah du coup, je laisse maintenant la place au suivant. Merci beaucoup.